Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 27 mai. À la une ce soir, cette double cérémonie à Boisson en présence du Premier ministre. D'abord, le coup d'envoi du programme national de réhabilitation des pompes villageoises. Ensuite, la pose de la première pierre du CHR d'Aboisseau. Les temps forts dans ce 20h. À suivre, la reconnaissance du mérite avec la décoration de 27 femmes par la grande chancelière. Elles viennent de divers domaines d'activité, économie, politique et entrepreneuriat. Ces Ivoiriennes ont été distinguées pour le travail abattu. Et puis, il pleut sur Abidjan depuis ce matin. Ces pluies font beaucoup de dégâts. Dans ce 20h, les images de la commune de Yopougon et les alentours du CHU qui sont sous les eaux. Le constat de nos reporters dans quelques instants. Enfin, la présidentielle au Malawi. Peter Mutharika, président sortant, réélu de justesse pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a obtenu 38,57% des voix. On commence par cette réunion du Conseil national pour la nutrition. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé ce lundi la première réunion du comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition à l'auditorium de la primature. Une rencontre consacrée à l'analyse des points suivants: la validation de la politique multisectorielle d'allaitement, les défis de la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le dispositif de la sécurité sanitaire des aliments. Nous écoutons ici le vice-président de la République. Mesdames et messieurs, en mai 2016, le gouvernement s'est doté d'un plan national multisectoriel de la nutrition PNMN 2016-2020, partie intégrante du PND 2016-2020, au thème d'un processus participatif et inclusif. Ce plan vise à garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer son bien-être et de soutenir durablement une croissance inclusive et le développement du pays. Les investissements consacrés à la nutrition ont été inscrits au titre des priorités du programme d'investissement public. La mobilisation des ressources pour le financement de ce plan, d'un coût global de 267 milliards de francs CFA, a fait l'objet, vous rappelez, d'une table ronde organisée en septembre 2016. L'État contribue à hauteur de 15% de ce coût global. La mise en œuvre de ce plan permettra le passage à échelle des interventions nutritionnelles efficaces, spécifiques et sensibles à la nutrition, notamment à l'endroit des populations les plus vulnérables. Dans sa volonté d'accélérer l'action sociale dans l'optique d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique, le gouvernement s'est doté, vous le savez récemment, d'un programme complémentaire de renforcement de l'action sociale, le PS-Gouv 2019-2020, sous l'égide du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Le PS-Gouv d'un montant total de 727,5 milliards de francs CFA vise à consolider rapidement les acquis. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue une dimension importante de ce programme social. Voilà, c'était un extrait du message du vice-président à la réunion du Conseil national pour la nutrition. Le reportage complet d'Awa Touré dans nos prochaines éditions. Le CHR d'Aboisseau va bientôt sortir de terre. Aujourd'hui, cérémonie de pose de première pierre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a aussi lancé le programme national de réhabilitation des pompes villageoises. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. À l'agenda du chef du gouvernement ce lundi, un début de semaine dans le Sud Comoé. Premier point inscrit, l'état des lieux du réseau routier national et petite inspection des travaux de voirie. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui va être fait pour 2019. À moins d'1 kilomètre, deuxième escale, Amadou Gon Coulibaly, gant bien serré, procède à la mise en service de la pompe hydraulique du village d'Etiboué. Le geste donne le top départ aux travaux de réhabilitation d'environ 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur toute l'étendue du territoire. C'est vraiment pénible pour les femmes qui étaient au champ, revenir et puis aller puiser l'eau au marigot, tout ça, vraiment c'est fatigant. Je félicite le gouvernement et en tant que doyen, je suis heureux. Cap sur le terroir d'Assouba, temps de réjouissance.
Les populations venues nombreuses sur la pluie reconnaissante de la pose ce jour de la première pierre du CHR d'Aboisseau. Ce CHR qui va voir le jour sous le mandat du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, était attendu par les populations depuis de longues années. Notre mobilisation traduit la joie qui nous habite. Nous vous disons tout simplement Mo, Dada Mo, ce qui signifie merci aujourd'hui et merci pour toujours. C'est le 17 mai 2019 que la société Agentis s'est engagée aux côtés de l'État à piloter le projet de construction du CHR. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, ce projet devrait donner vie dans 16 mois à un pôle sanitaire très attendu des populations. Fils de la région, le ministre de la Santé n'a pas manqué de dire la reconnaissance du Sud Comoé pour le droit à la santé, mais surtout pour toutes les actions de développement ayant impacté les conditions de vie des populations. Quand on sait d'où vient Aboisseau, la célèbre cité historiquement parlant, bien sûr, pour avoir aujourd'hui, 8 ans seulement après l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, cette fière allure, pour afficher aujourd'hui cette image admirée et admirable, qui surprend plus que tout autre les anciens, nous pouvons dire tout simplement, vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour chacun de nous. Aujourd'hui, rien qu'avec cette infrastructure, c'est près de 30 milliards. Qui dit mieux? Plusieurs dons d'une valeur totale de 9 millions de francs CFA ont été remis aux populations par le Premier ministre. Au pupitre des allocutions, il salue la fraternité, les dignes fils de la région et la dynamique coopération ivoiro-marocaine. La belle région du Sud Comoé occupe, vous le savez, une place très importante, une place de choix dans l'œuvre de développement que conduit le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. C'est pourquoi le choix de la région du Sud Comoé pour ces deux événements n'est pas un choix fortuit. C'est l'expression de la volonté du gouvernement d'accélérer le développement dans cette région si riche. Il en sera de même dans toutes les autres régions du pays, dans le cadre du programme social du gouvernement en cours d'exécution. Sensible au plaidoyer des élus de la région, le Premier ministre s'est voulu rassurant. Il est prévu pour la région du Sud Comoé, en plus du nouveau centre hospitalier régional, la construction à Bassam du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale, qui sera le plus important de la sous-région ouest africaine. Il est également prévu la construction d'une école neuve de l'INFAS d'Aboisseau à Assouba. L'appel d'offres est en cours et les travaux demeureront avant la fin de l'année 2019. Le vaste programme hospitalier que porte l'État devra permettre à une vingtaine de villes et communes de voir construire des hôpitaux neufs aux côtés d'hôpitaux entièrement rénovés. Le gouvernement s'attelle à trouver des solutions appropriées aux grandes problématiques qui doivent permettre de rendre le système sanitaire performant. Il s'agit, entre autres, de mettre en œuvre la réforme hospitalière adoptée récemment par le gouvernement qui introduit des innovations pour une gestion plus efficiente de nos établissements hospitaliers. Il s'agit également d'aborder avec plus d'efficacité la question des ressources humaines en santé, de répondre à la disponibilité des médicaments et la question de l'entretien de l'existant. Amadou Gon Coulibaly a pour finir engagé les populations à s'approprier ces travaux et donner rendez-vous dans 16 mois. Le top départ de la réhabilitation des pompes villageoises données par le Premier ministre à Aboisseau. Les autres ministres en font pareil dans les régions. Les ministres Jean-Claude Kouassi et Amadou Koné ont aussi lancé dans le Gbeke et le Hambol le volet réhabilitation de près de 2000 pompes villageoises, nous dit Kader Sogodogo. Pauline Konan Adjoa est ménagère à Okofari, village situé dans le périmètre communal de Boaké. Avoir de l'eau potable était difficile. La réparation des pompes du village va changer beaucoup de choses. Quand la pompe était en panne, on se lève à 3h, à 4h du matin pour aller chercher de l'eau au marigot. La pompe a été réparée, donc c'est à 5h, nous allons chercher de l'eau à la pompe. L'eau est importante pour la famille.
Le programme social du gouvernement est en marche. Le volet réparation de 21 000 pompes à motricité humaine dans tout le pays est lancé. Dans la région de Gbeke, 1250 pompes à motricité humaine seront remises en état. Je vous invite, chers parents, chers frères et sœurs, à vous impliquer pour la réussite de ce projet afin que nos villages demeurent approvisionnés en eau potable de qualité en tout temps et en tout lieu. Dans le handball, 619 pompes sont concernées. C'est Touro qui a été choisi pour le lancement de cette activité très attendue par la population. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a pris l'engagement lors de son message à la nation du 31 décembre 2018 d'instaurer le programme pour que les populations ressentent davantage dans leur quotidien les efforts du gouvernement à leur endroit. Plusieurs activités vont accompagner la mise en service de ces pompes à motricité humaine. La mise sur pied de comités de gestion de points d'eau, la sensibilisation des villageois sur le transport, le stockage et l'utilisation de l'eau potable. Dans le même élan du programme social du gouvernement, le ministre Pascal Kwaku Abina a donné également le coup d'envoi officiel du programme de réhabilitation de 456 pompes dans le village de Touzoukro, à quelques kilomètres d'Abengourou. Le reportage complet des Maniamiens dans nos prochaines éditions. Ce lundi, Abidjan a les pieds dans l'eau depuis ce matin. La pluie continue de tomber, faisant de nombreux dégâts. Le constat de nos reporters Zirion Hermans et Eugène Atoubé à Yopougon. Une mare aux véhicules à quelques encablures du CHU de Yopougon. C'est ainsi qu'on peut caricaturer le spectacle surréaliste vu cet après-midi à 14 h pour pasticher le titre d'une œuvre de feu Bernard Dadier, La mare au crocodile. Un spectacle favorisé par la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan entre 11 h et 15 h ce lundi. L'eau a littéralement submergé l'espace long de plus de 200 mètres que traversent les lignes de haute tension, un squat que les auteurs ont transformé en garage auto. Aujourd'hui, il paie le prix de la colonisation de ce site qui n'est pas à sa première inondation. Il y a plein de véhicules qui sont là, tous les moteurs ont déjà pris l'eau, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a d'autres, on va pouvoir faire avec les produits des véhicules, et il y a d'autres qui vont abandonner les véhicules, ils vont vouloir qu'on paye tout. Chaque année, c'est comme ça ici. Il faut que pour arranger la route normalement, pour mettre les barrages, pour faire les caniveaux aussi. Le site transformé en garage et aujourd'hui inondé était à l'origine interdit à toute habitation. C'est ce qu'on appelle la zone non édificandi, parce que zone à risque. En amont, arrivent toutes les eaux du ruissellement et les ordures charriées depuis les quartiers Andokwa, zone Emikao, dans la commune de Yopougon. Les habitations emportent les stigmates autant que cette clôture dont les jours sont comptés. Les riverains confessent qu'ils mesurent le danger et pourtant, ils sont bien là, à la merci des inondations, comptant sur leur bonne étoile pour qu'aucun drame ne survienne. Il faut un ingénieur qui doit venir voir, puisque la viabilité ici n'est pas claire. Vous voyez même que les maisons dans lesquelles habitent les gens, l'eau qui quitte là-bas a commencé à ronger. Et c'est pour que ces maisons-là s'écroulent sur les individus. La saison de pluie n'est qu'à ses débuts et pour le peu qu'elle a servi à la population ce lundi, on peut craindre ses effets les jours à venir. Les riverains victimes d'inondations de ce lundi le disent aussi, mais personne ne pense à quitter cet endroit où il est durablement établi. Et le gouvernement demande aux populations de quitter les zones à risque et d'appeler les numéros d'urgence en cas d'inondation. Beaucoup de vigilance aussi, surtout. Maintenant, cette préoccupation qui intéresse les Ivoiriens, à savoir quel est le rôle du ministère de la Ville en Côte d'Ivoire, quelle activité a-t-il mené depuis sa création? Le ministre François Albert Micha a répondu récemment à ces interrogations. L'actuel ministre de la Ville était l'invité de la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Le point avec Franck Quadio. Un ministère de la Ville, pourquoi faire? État des lieux, mission et perspective. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, est l'invité des salons de Radio Côte d'Ivoire
En présence du ministre de la Communication et des Médias Sidi Touré, François Albert Amichia relève l'intérêt de la création d'un tel ministère dédié à la ville. On a eu cette phase d'extension non maîtrisée et c'est ce qui nous a amené à avoir des quartiers précaires, des bidonvilles ou des quartiers sous-équipés. Et puis, on a la troisième phase qui est la phase actuelle, c'est la phase de prise de conscience et de reprise en main de l'urbanisation. Nous sommes en train de travailler sur la mise sur pied des outils de planification. Il faut que chaque commune ait son plan stratégique de développement local. Rien ne peut se faire sans planification. Planifier pour aboutir à un espace de vie des plus qualitatifs, mais la réalité est qu'aujourd'hui... Le constat n'est pas fameux. Vous prenez la seule ville d'Abidjan, c'est 136 à 137 quartiers précaires qui existent. Sur une population de 6 millions d'habitants, c'est 1,5 million qui vivent dans les quartiers précaires. Il faut faire quelque chose. Le gouvernement ivoirien n'a pas attendu. Depuis, des négociations ont été menées avec nos partenaires au développement et certains ont accepté de financer le plan de restructuration de certains quartiers précaires. Monsieur le Premier ministre, d'ailleurs, va lancer l'opération très prochainement. N'empêche, pour le ministre François Amichia, la question de l'habitat précaire peut être abordée avec stratégie. Nous avons les bidonvilles qui se construisent sous des lignes à haute tension ou qui se construisent sur des flancs de collines ou dans des bassins d'orage. Il faut les raser pour des raisons de sécurité. Mais à côté de ça, vous avez des quartiers sous-équipés parce que la voirie n'a pas été suivie, les réseaux d'assainissement n'ont pas été faits correctement. C'était prévu peut-être pour 1000 habitants, on se retrouve à 5000 habitants, donc ça ne va pas. Là, dans ces conditions, je pense qu'il faut, avec la participation des populations, voir comment on peut améliorer leur système de vie. Autre solution, multiplier les partenariats, intensifier la coopération nord-sud et sud-sud. Le ministre a sillonné récemment plusieurs villes pour l'établissement d'un diagnostic et d'un plan d'action efficace. Cap sur l'Assemblée nationale où le président Amadou Soumaoro a reçu l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Konaté Moussa pour plus de détails. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence El Hamzaoui, l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire et Amadou Soumaoro ont abordé la question du rapprochement des institutions parlementaires des deux pays. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, les deux personnalités ont échangé sur les facilités offertes aux Ivoiriens qui se rendront dans le pays pour suivre la compétition. Nous avons reçu hier une délégation des agences de voyage égyptiens pour faciliter le voyage de supporters ivoiriennes. On a discuté les relations bilatérales et comment on peut renforcer la coopération entre les peuples égyptiens et ivoiriens et entre les deux chambres du Parlement. La Côte d'Ivoire et l'Égypte entretiennent une bonne coopération. En témoigne la récente visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans la capitale ivoirienne. Un mot de distinction. Cet après-midi, la grande chancelière a décoré 27 femmes. Ces Ivoiriennes viennent de divers domaines d'activité, notamment économie, politique et entrepreneuriat. Elles ont été distinguées pour le travail bien fait. Wodjontele Soro et Kolo Koulibaly. De la voix pour magnifier le mérite des femmes au cœur de la grande chancellerie. L'orchestre féminin Djéa enchante les instants de la décoration de 27 Ivoiriennes issues de l'administration, de la vie politique, de l'entrepreneuriat ou du monde de la musique. Dans l'ordre du mérite national, il y a 9 personnes, dont 7 fêtes officiers et 2 chevaliers. 18 autres femmes sont décorées au titre d'officier d'ordre du mérite ivoirien. Des témoignages émouvants de Madeka et de Chantal Fanny qui retracent leur parcours aujourd'hui reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Ne doute jamais que tu es spécial. Mère Teresa disait, seul je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. C'est ainsi que nous les récipiendaires de ce jour, nous nous voyons. Nous prenons l'engagement devant vous, Madame la Grande Chancelière, et devant l'État de Côte d'Ivoire, d'être chacune cette pierre jetée dans l'eau qui créera de nombreuses ondulations dans ce pays. Je marchais de Yopougon jusqu'à Cocody à pied pour essayer de chanter. Apprendre à chanter au studio, je des aides.
à chanter à la RTI. J'ai marché de Yopougon. Le soleil me tapait, mais je le faisais quand même parce qu'il fallait le faire. Je viens d'un milieu très modeste. Mais de toute façon, il faut aider les parents. Donc pour les aider, je vendais des oranges, de l'eau glacée, tout ce qui me passait sous la main avant. Avec cette cérémonie de distinction, la grande chancelière Henriette Dagli Diabaté fait d'une pierre deux coups, en célébrant également les mamans. Mention spéciale pour les femmes et les mères seules. Elles sont souvent tiraillées entre le boulot, les charges domestiques et l'éducation des enfants. Je félicite Mme Dominique Ouattara pour son implication dans l'amélioration de la condition de vie des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. En témoignent notamment le FAFSI et l'hôpital mère-enfant de Béjarville. Selon Chantal Fanny et au nom de ses sœurs, pour qui le mérite est distingué, elles s'engagent toutes à redoubler d'ardeur au quotidien pour le développement de la société ivoirienne. Et nous parlons des femmes distinguées, ce qui nous emmène à célébrer les mères. À Yamoussoukro, les mamans étaient à l'honneur hier. On fait le point avec Walter Amadou. Prestation d'artistes et danse aux côtés des mères. C'est dans cette ambiance particulièrement gaie que le premier magistrat de la commune de Yamoussoukro célèbre les mères. Les mamans des villages rattachés à la commune et celles vivant dans la capitale politique reçoivent un vibrant hommage de la part du conseil municipal de Yamoussoukro. Le maire Jean Kakou Nyanagbe manifeste ainsi sa considération et son amour aux mères en tant que donneuse de vie. Vous incarnez le don de soi. La grossesse est une longue épreuve de 9 mois. L'accouchement également est fait de souffrance avant la délivrance. Et après la naissance, vous allaitez, vous bichonnez le bébé. Quand bébé est malade, vous aussi vous êtes malade, moralement et physiquement. Les femmes d'Akwessekro, de la Mieda, ainsi que celles de l'église protestante du district de Ngokro n'ont pas seulement communié avec le maire de Yamoussoukro. Elles sont réparties avec des dons composés essentiellement de pagnes et de chaises. On s'intéresse maintenant à l'actualité religieuse avec la 4e édition du Méga 4 du Woroba, une rencontre spirituelle qui a été marquée par des projets de développement. Le ministre Ahmed Bakayoko a saisi l'occasion pour lancer le programme de financement des projets de jeunes. Mamadou Kwasi. La 4e édition du Méga 4 dans le Woroba. Cette édition est aussi des rencontres de concertation entre les filles et les fils des régions du Béré, du Worodougou et du Bafing. Ils sont assistés dans leur initiative par les guides religieux et les autorités coutumières du district du Woroba. Il s'agit pour ces cadres de définir une politique de développement de leur terroir tout en renforçant l'union et l'entente en leur sein. Des activités de renforcement de la cohésion entre nos différents parents de la diaspora. Nous avons décidé également de la mise en place d'un comité de veille pour lutter contre les crises en interne, les crises entre nos parents, nos frères. Nous avons souhaité qu'on puisse organiser à l'avenir un festival pour revaloriser le riche patrimoine culturel du Woroba. Un comité stratégique a été mis en place en vue de l'élaboration des décisions prises, dont les plus importantes sont le bitumage de l'axe Séguéla-Touba et Séguéla-Man. Il s'agit également de la fin des travaux de l'aéroport de Séguéla. D'autres projets de développement suspendus depuis la visite présidentielle de 2015 seront réactivés selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Initiateur et parrain de ces méga cadres dans le Woroba, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité l'ensemble des cadres à l'union et à la solidarité pour faire barrage à la pauvreté. La nouveauté pour cette édition est la mise en place d'un fonds de 200 millions de francs CFA pour accompagner l'insertion des jeunes. On m'a dit que les jeunes ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Et je veux, à partir d'ici à Kani, de cette initiative, lancer le projet d'une micro ou mésofinance, c'est-à-dire une petite fêtière de financement des projets de nos jeunes, pour accompagner les gens dans des projets de deux façons. Un, dans un financement efficient, et puis aussi dans un savoir-faire. C'est-à-dire que chaque année, on peut, à l'occasion de nos rencontres, montrer les 10, 100 ou 200 jeunes qu'on a financés
ceux qui s'en sortent et voir les autres qu'on peut financer. Et donc j'invite tous les cadres à faire en sorte que nous puissions être solidaires. Au nom des filles et des fils du Yoruba, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour la confiance placée en l'un des leurs. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée nationale, dont l'élection réjaillit surtout les districts du Yoruba. C'est la dernière ligne droite du Ramadan, moment de partage et de solidarité. Les fidèles musulmans de Dabakala ont reçu les dons du chef de l'État et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dons remis par le chargé de mission du président de la République. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Une page noire dans ce 20h avec la levée du corps de Monseigneur Antoine Koné, ancien évêque d'Odiéné. C'était ce matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, levée du corps en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il représentait le chef de l'État. Prière et recueillement dans ce reportage de Christelle Dedjedja et Grace Kando. Cathédrale Saint-Paul du Plateau ce lundi matin. Amis, connaissances, membres de la famille, autorités politiques et administratives. Tous sont présents pour l'ultime hommage à Monseigneur Antoine Koné, ex-évêque du diocèse d'Odiéné, arraché à l'affection des siens le 8 mai dernier. Les fidèles, étreints par la douleur, prennent part à la messe de Requiem. C'est le départ d'un grand homme, un homme qui était disponible, très humain et qui était très engagé également, très tourné vers le social. Dans son diocèse à Odiéné, il échangeait beaucoup avec toutes les communautés, il est très bien connu pour cela. Il avait le cœur très grand et c'est une voix que nous perdons, mais son enseignement reste. C'est quelqu'un qui était vraiment très rassembleur. C'est fait qu'il avait créé une fanfare qui regroupait des chrétiens comme des musulmans. Et il était toujours à l'écoute de son peuple à Odiéné. L'évêque d'Odiéné avait d'autres compétences. Architecte, entrepreneur, docteur en théologie dogmatique et président de la commission Justice et Paix. Des qualités qui n'échappent pas aux personnalités politiques. Ce que nous avons connu de Monseigneur Antoine Koné, c'est un homme de conviction, un homme de courage et un homme de vérité. Nous sommes tous croyants et ce que je peux ajouter simplement c'est que Dieu nous l'a donné, Dieu a repris, béni soit son Saint-Nom. Monseigneur Antoine Koné sera inhumé le mercredi 29 mai prochain à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné. Monseigneur Antoine Koné, alias Dja, rejoint la maison du Père Céleste, là où il n'y a ni larmes ni douleur, mais la paix et le repos éternel. Et hors de nos frontières, au Malawi, le président sortant Peter Mutharika a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 38,57% des voix. Le chef de l'opposition, quant à lui, a obtenu 35,41% des voix. Ces résultats officiels ont été proclamés ce lundi par la commission électorale. En Algérie, ils sont donc 2 à avoir déposé leur dossier en vue de la présidentielle du 4 juillet. Selon le communiqué diffusé par le Conseil constitutionnel, 2 inconnus du grand public se sont déclarés à la dernière minute. La situation est inédite et suscite beaucoup de questions. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé, au prompteur Perpétue Kakra, à la réalisation Mariette Alangba. Demain, vous avez rendez-vous avec Marie Longoran. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.